Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux qui sera essentiellement consacrée aux élections américaines et haïtiennes. Nos invités, l'ambassadeur américain, M. Peter Marine, qui sera interrogé sur le déroulement des élections américaines de mardi prochain. Le diplomate répondra aussi à nos questions sur les élections haïtiennes du 20 novembre, le dossier de l'immigration et les projets de coopération financés par les États-Unis en Haïti. Les deux autres invités à cette émission sont les spécialistes canadiens des États-Unis d'Amérique, Dr Julien Toureille et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Julien Toureille est docteur en sciences politiques et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques de l'Université du Québec à Montréal. Et puis Jean-Frédéric Légaré-Tremblay qui détient une maîtrise en sciences politiques. Il travaille pour le quotidien canadien Le Devoir. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui l'ambassadeur américain en Haïti, M. Peter Marine. On va faire le point sur les élections américaines et parler des questions haïtiennes aussi. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous sommes à l'heure des élections américaines. Mardi, on connaîtra le prochain président ou la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique. Des élections quand même très passionnantes qui rentreront dans les annales de l'histoire américaine. Comment vous-même vous vivez en tant que citoyen américain et aussi à l'ambassade, comment on vit cette expérience, donc ces élections aux États-Unis cette année? Bien entendu, en tant que citoyen américain, nous suivons tous de très près et depuis un bon moment maintenant. Ce qu'il y a d'intéressant dans le système américain, c'est le temps que ça dure, la campagne. Ça fait maintenant presque, ça fait 1 an et demi que nous suivons le parcours de plusieurs candidats et depuis l'été, au moins les 2 candidats des plus grands partis politiques. Oui, effectivement, ce sont les élections, comme je dis, passionnantes, parce qu'il y a beaucoup de déclarations qui sont faites par Donald Trump, par Hillary Clinton. Donc, tout le monde dit l'Amérique est divisée à l'occasion de ces élections. Mais au niveau de l'ambassade, est-ce que beaucoup de citoyens américains qui sont enregistrés, ils ont déjà voté? Comment ça se passe, le processus? Oui, ça se passe pour les Américains à l'étranger. Ils ont le droit de voter, mais c'est pas ici à l'ambassade, c'est par courrier. On peut demander de voter par courrier à l'avance et en général, pour moi en tout cas, ça m'est arrivé dans le courrier il y a 1 mois et j'ai voté il y a 2-3 semaines déjà. Et pour beaucoup de monde, ça se passe comme ça. Nous avons dans notre section consulaire une équipe qui aide des gens à s'inscrire dans leur État, parce qu'on vote par État, et de voter après. Donc ça veut dire qu'un citoyen américain peut venir ici à l'ambassade et donc vous l'aider à remplir les formalités pour qu'il puisse exercer son droit de vote? Oui, on a une équipe on peut le faire ici, on peut appeler ici, mais on avait même des équipes qui sont parties dans plusieurs villes pour rencontrer des Américains aux écoles, etc., pour justement être sûr que les Américains sachent comment voter et pour les aider à voter. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'engouement cette année pour ces élections? Je pense qu'il y a toujours un grand intérêt pour les Américains à l'étranger pour se sentir liés toujours à leur pays et au processus. Je ne sais pas si c'était plus le cas cette année, mais en tout cas, pendant les 6 mois avant les élections, tout le monde en parle. On a combien d'Américains à peu près qui vivent en Haïti?
Comment? Combien d'Américains à peu près qui vivent C'est difficile à dire parce que on n'est pas obligé de s'inscrire quand on arrive en Haïti. Nous savons que nous avons beaucoup d'Américains d'origine haïtienne qui sont passés beaucoup de temps aux États-Unis et puis qui prennent la retraite ou autre chose ici. Mais nous avons beaucoup d'autres Américains qui vivent ici. Mais moi, j'aime pas essayer de donner un chiffre parce qu'on ne sait pas exactement. Alors, ambassadeur Peter Marin, on l'a vu aux États-Unis d'Amérique, c'est un véritable débat. Les Américains qui sont un peu divisés sur les deux candidats, Donald Trump et Hillary Clinton. Est-ce qu'au niveau de l'ambassade, peut-être que les discussions animées entre les employés sur la question des élections américaines? En tout cas, c'est pas tellement à l'ambassade, mais tout le monde est impliqué. Il y a beaucoup de débats. Et c'est ce qui est fort dans un processus qui est peut-être long, mais qui donne l'opportunité d'avoir un débat, de bien connaître les positions des candidats. Et vous avez dit déjà 2 fois maintenant à quel point on est divisé aux États-Unis. Mais je vous signale, si vous regardez les dernières élections, c'est toujours autour de 50-50 à quelques pourcentages près. Alors, concernant ces élections, la question de l'immigration, elle est quand même très importante. On a vu lors du dernier débat Donald Trump qui a fustigé le comportement de Hillary Clinton dans la gestion de la Fondation Clinton en Haïti après le séisme du 12 janvier. Donc, Haïti qui s'est invité dans le débat présidentiel aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à Washington, il y a un certain consensus sur Haïti, que ce soit au niveau du Congrès et la Maison-Blanche? Il y a un consensus sur la question haïtienne, monsieur l'ambassadeur? Oui, je pense que la base des relations entre Haïti et les États-Unis n'est pas avec un seul parti politique. Il y a toujours eu un soutien des 2 partis politiques pour Haïti. Et je pense qu'il y a un grand consensus sur plusieurs points. D'abord, le vrai partenariat qui existe entre Haïti et les États-Unis, qui date d'il y a longtemps. Il y a quand même plusieurs raisons pour les liens forts entre Haïti et les États-Unis. Il y a une population assez importante d'Haïtiens qui vivent maintenant aux États-Unis. On parle beaucoup de la diaspora dans plusieurs villes, mais il y a aussi des gens qui, pour une raison ou une autre, ont eu le contact avec Haïti pendant leur vie et qui se sont liés à tout cela. Et il faut jamais oublier quand même le lien historique entre la communauté noire aux États-Unis et surtout, on le voit au Congrès, les politiciens noirs au Congrès se voient un peu comme les héritiers de Toussaint Louverture. C'est toujours un lien très fort. Alors pour toutes ces raisons, je pense que la question des relations avec Haïti n'est jamais vraiment soulevée d'une façon pour avoir un grand changement. Je pense que les liens forts vont continuer avec n'importe quel candidat. Donc, quel qu'en soit le vainqueur, mardi, on peut dire que la coopération haïtiano-américaine ou américano-haïtienne va se poursuivre. Elle sera toujours quand même très importante, très forte. Je le vois comme ça. Je ne prévois pas de grande différence avec un candidat ou un autre. Il y a la question de l'immigration, il y a le TPS, donc beaucoup de questionnements. Est-ce que ça va changer? Donc vous n'anticipez pas vraiment de grands changements en termes de mesures concernant l'immigration, parce que ça concerne beaucoup les Haïtiens. Bien entendu, je ne peux pas prévoir ce que va faire une prochaine administration. Je peux vous dire que pour l'instant, le statut du TPS n'a pas été mis en question. Alors, il y avait aussi une décision prise concernant les nouveaux immigrés. Donc, après le Matthew, on a décidé de suspendre momentanément en attendant la reprise. Est-ce que le processus est en cours? Ce qui est vrai que, et je suis content d'entendre que vous avez fait la différence entre ceux qui sont déjà sur le territoire américain et ceux qui arrivent maintenant. Parce que la décision a été prise pour faire face au grand nombre d'Haïtiens qui sont arrivés depuis le printemps à la frontière sud des États-Unis. Et je souligne des gens qui ont fait un trajet périlleux
que personne ne devrait faire. C'est vraiment une question de trouver une façon d'avoir un contrôle humanitaire de la migration à travers la région. Bien entendu, on parle beaucoup des gens qui avaient été au Brésil et qui traversent l'Amérique centrale pour arriver aux États-Unis. Alors, cette décision a été prise que dès lors, nous ne laisserons pas rentrer sur le territoire, mais il y aura une détention des gens et avec une interview pour voir s'il y a des questions d'asile politique, des demandes comme cela. Et en principe, maintenant, si ils n'ont pas accepté comme recevables, et on a l'intention de commencer à rapatrier des gens comme ça. Avec l'arrivée de Matthew, la mise en œuvre a été suspendue, mais on souligne que la décision est toujours en place. Ça veut dire que s'ils arrivent à la frontière, donc les mêmes contrôles seront faits et s'il n'y a aucun cas en termes d'asile politique, etc., ils seront refoulés vers Haïti. C'est ça la décision, éventuellement, oui. Alors, vous continuez quand même à décourager l'immigration illégale aux États-Unis. Oui, et non seulement pour les Haïtiens. Il y a des moyens de faire l'immigration légale aux États-Unis et nous essayons de promouvoir l'immigration légale et de décourager les gens qui suivent, comme j'ai dit, des moyens, que ce soit dans les bateaux, que ce soit à travers la région à pied. Ça devient souvent une question de trafic de personnes, on paie des passeurs et tout ça. Les dangers sont énormes et pour arriver à la frontière et ne pas être reçu, je pense que ce n'est pas un bon calcul. Quel appel vous pourriez lancer à l'endroit des éventuels voyageurs clandestins, les prochains candidats? Moi, je pense que ça ne va rien changer, que ce soit un candidat ou l'autre à la Maison-Blanche. La décision a été prise maintenant et je ne vois pas ou l'un ou l'autre candidat qui changerait cette décision. Je veux dire, quel appel vous pourriez lancer aux éventuels candidats haïtiens à l'immigration? Je pensais que vous parliez toujours de notre politique. Non, les personnes qui souhaitent aller aux États-Unis illégalement. Voilà. Qui veulent aller aux États-Unis illégalement, je pense que le message, c'est que les risques sont trop importants et la possibilité de rentrer, d'arriver sur le territoire des États-Unis est minime maintenant. Alors les risques sont beaucoup plus larges et c'est une question de leur propre vie, de tous les moyens. On entend des histoires des gens qui vendent leur maison pour aller en Amérique latine ou pour aller sur un bateau. C'est vraiment laisser tout derrière eux ici pour avoir presque pas de chance d'y arriver. Alors je pense que c'est très important que les gens réfléchissent pour voir que c'est pas dans leur intérêt d'essayer de faire cette migration. Élection maintenant le 20 novembre, ambassadeur Peter Marine, donc vous y croyez? Moi j'y crois. Je pense que nous avons déjà vu avant le 9 octobre que le processus se mettait en place d'une façon très bien avec un CEP qui avait fait beaucoup de travail et un CEP très sérieux qui avait fait des améliorations dans le processus pour éviter quelques irrégularités et des problèmes que nous avons tous constatés l'année dernière. Et malheureusement, on a eu l'arrivée de Matthew. Mais il n'y a rien qui oblige Matthew à empêcher un bon déroulement des élections. Ce que nous avons vu, c'était le CEP qui avait consulté avec tous les acteurs pour choisir une date. C'était un choix difficile parce qu'il fallait trouver l'équilibre entre vraiment la nécessité de continuer avec les élections. Et je pense que Matthew
a été une preuve très importante du besoin du pays d'avoir un nouveau président élu avec un mandat de 5 ans, d'avoir une stabilité politique pour faire face aux plus grands défis devant le pays. Alors, il fallait tout le monde, et tous les candidats, les partis politiques, tout le monde a été d'accord qu'il fallait continuer aussi vite que possible avec les élections. Bon, ça c'était de l'autre côté, il y avait ce qui était logistiquement faisable. Et je pense que le CEP a choisi la date du 20 novembre qui trouve l'équilibre voulu. Bien entendu, les défis logistiques dans le Sud sont grands, mais d'après ce que je vois, le gouvernement, le CEP et d'autres partenaires sont en train de travailler d'arrache-pied pour faire le possible d'avoir des élections dans le Sud et dans le reste du pays. Je pense qu'on est toujours au point où on était la semaine avant le 9 octobre. Il n'y a pas de raison pour ne pas avoir un bon déroulement des élections le 20 novembre. Monsieur l'ambassadeur, il y a il y a le CEP qui a quand même clairement demandé au régime de Jospin Prévert d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne la réparation des écoles, la réhabilitation des écoles, la réparation des voies d'accès, la question de l'ONI, les cartes d'identification nationale, pour permettre le bon déroulement de ces élections. C'est vrai, et je pense que c'est la responsabilité du CEP de dire clairement les conditions nécessaires pour avoir un bon déroulement des élections. Ils n'ont jamais dit qu'ils pensaient que c'était pas possible de le faire, mais je pense que c'était une façon d'être clair sur la nécessité et, si vous voulez, une façon de mettre un peu plus de pression sur le gouvernement d'accomplir ce qu'il y avait sur la liste. Mais de nouveau, je pense que le gouvernement, avec le CEP, est en train d'organiser, et avec l'aide de l'ONU et d'autres, pour faire ce qui était sur la liste. On a vu même les Américains, vous autres, vous avez décidé de monter sur le terrain en accordant une aide à l'UNOPS. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette aide et qu'est-ce que va faire comme travail l'UNOPS dans le cadre de ce projet, monsieur l'ambassadeur? Très bien. L'UNOPS est responsable pour le côté logistique des élections, le transport des matériels, etc. Ils font ça pour le CEP. Et c'est le CEP qui commande, si vous voulez, et l'UNOPS est l'outil qu'utilise le CEP pour ça. Nous avons décidé de financer, comme nous avons fait l'année dernière, le budget de l'UNOPS pour soutenir le CEP. C'est dans le cadre de à peu près 5 millions de dollars, et ça sera pour assurer le déroulement logistique des élections. Est-ce que l'UNOPS vous a donné la garantie que ce projet sera réalisé avant le 13, parce que le CEP souhaite justement avoir le contrôle de ces centres de vote la date du 13 novembre. Est-ce que l'UNOPS vous a donné la garantie? L'UNOPS a un calendrier qui a été élaboré avec le CEP pour faire ce que les centres de vote soient en place et les matériels soient là, comme vous l'avez dit, une semaine avant. Mais c'est pas un acteur ou un autre. Tout le monde travaille en concert, que ce soit l'UNOPS, le CEP, le gouvernement, la PNH qui assure la sécurité pour tout cela. Il y a quand même un plan assez élaboré avec les rôles de tout le monde dedans. Ambassadeur Peter Murrin, concernant la date du deuxième tour des élections, ça pose problème. Il y a les sénateurs, il y a des acteurs importants qui demandent au CEP de revisiter le calendrier électoral pour permettre l'entrée en fonction du président élu à la date du 7 février 2017. Alors, je sais que quand même c'est une question haïtiano-haïtienne, mais quels sont vos commentaires à propos de ces suggestions faites au CEP pour revisiter le calendrier électoral et donc modifier, changer la date du mois de janvier pour les élections? Donc, comme vous l'avez dit, c'est une question pour les Haïtiens à décider. Je pense que, si j'ai bien compris, tous les acteurs politiques étaient d'accord sur la date du 20 novembre. Et si j'ai bien compris, le CEP a fait le calcul de tout ce qui est nécessaire entre le premier et le deuxième tour des élections. Et eux, ils ont décidé qu'il fallait tout ce temps-là
pour les procédures, pour avoir un bon déroulement, la tabulation, avoir la période nécessaire pour les contestations, etc., c'est eux, techniquement, qui ont décidé que c'était pas possible avant le 29 janvier. C'est pas à moi de mettre en question l'opinion des experts qui ont l'autorité de fixer les dates. Donc là, vous faites confiance, vous pensez qu'effectivement, le CEP sera en mesure de livrer la marchandise et pour permettre l'entrée en fonction du président le 7 février? Moi, je n'ai jamais parlé de la date pour l'arrivée du président au pouvoir. Je pense que ce qu'on voit, c'est un calendrier établi par le CEP pour avoir un bon déroulement des élections, le premier et deuxième tour, la tabulation, la contestation si nécessaire, etc., pour avoir les résultats définitifs et éventuellement un président élu en place. Alors, ambassadeur, il y a beaucoup d'acteurs aussi, même des gens qui supportaient Jospin Prévert, comme Moïse Jean-Charles, qui disent clairement, le président, il a l'intention de conserver le pouvoir. Voilà, pourquoi qu'ils mettent de la pression sur le pouvoir exécutif intérimaire pour que les élections se tiennent, pour que le pays puisse avoir un nouveau président élu démocratiquement, légitime à sa tête le 7 février. Moi, je pense que nous avons tous le même objectif en tête. C'est d'avoir un président élu par des élections légitimes et vues comme transparentes par tout le monde pour faire face, comme j'ai dit, au plus grand défi. Avoir ce président élu, la date à quelques semaines près, est-ce que ça c'est vraiment la chose clé ou est-ce que c'est la chose clé est d'avoir de bonnes élections et un président légitime et élu en place pour 5 ans? Bon, ça c'est un questionnement parce que Jospin Prévert qui est là comme président, il avait mis de la pression sur Martelly pour qu'il laisse le pouvoir le 7 février. Donc le 7 février, pour ces secteurs, c'est une date très importante. Je comprends et j'écoute le débat de tout le monde. Moi, l'important, c'est d'avoir un président élu en place aussi vite que possible. Est-ce que ça vous, quelle serait votre réaction, les réactions de la communauté internationale du Core Group en cas d'échec de ce processus électoral le 20 novembre, en cas de nouveau report de la date des élections? Moi, je ne vois pas de raison pour parler d'un cas d'échec. Je pense qu'il y a toutes les raisons pour lesquelles ces élections prévues le 20 novembre marchent. Alors, pour l'instant, je pense que tout le monde devrait parler de comment le faire fonctionner et comment foncer pour faire le nécessaire d'avoir les élections le 20 novembre. Pourquoi ça dérange un gouvernement intérimaire? Haïti a une constitution, a un processus politique et démocratique. Il est très important d'avoir des leaders démocratiquement élus en place. C'est une légitimité qui est nécessaire pour faire face, pour d'abord être représentant du peuple, mais aussi pour avoir la légitimité pour faire face aux plus grands problèmes. Il faut avoir un mandat fixe et reconnu par tout le monde pour avoir une stabilité politique qui est nécessaire intérieurement pour faire face aux problèmes, extérieurement d'être vu et reçu comme un gouvernement légitime et pour attirer les investissements, pour avoir la stabilité politique qui peut mener à une stabilité économique et une croissance économique qui est à la base des problèmes ici en Haïti. Alors il y a beaucoup de raisons pour avoir des élections, pour en terminer aussi vite que possible et d'avoir des représentants élus en place. Est-ce qu'on peut parler rapidement de la coopération haïtiano-américaine maintenant? Bon, il y a deux choses. Il y a actuellement tous les secours après le passage de l'ouragan Matthew, qui est, de notre côté, c'est très important et pour la question humanitaire, mais très important aussi pour remettre sur pied
les régions affectées. Alors nous avons, même avant l'arrivée de l'ouragan, nous avions une équipe en place pour faire la réponse. Nous avons toujours une équipe d'une 50aine de personnes, des experts dans l'humanitaire. Nous avons dépensé à peu près, je pense que c'est à 48 millions de dollars juste pour la réponse d'urgence après Matthew. Ça, c'est l'immédiat. L'autre, c'est le programme d'assistance que nous avons depuis des années et qui va continuer, qui de nouveau représente la qualité du partenariat entre nos deux pays. Nous avons un engagement à long terme en Haïti. Nous travaillons sur les questions de l'économie, de l'agriculture, de la transparence et la bonne gouvernance ici, l'état de droit, beaucoup de choses pour aider Haïti à non seulement c'était prévu dans les dernières années, à se remettre debout après le tremblement de terre, mais vraiment pour avoir un relancement économique pour que le développement normal d'Haïti se remet en marche. Ensuite, on m'a dit, il faut quand même sortir de cette situation d'assistanat. Il faut aller vers le développement économique. C'est pas normal. Depuis des dizaines d'années, donc il y a de l'aide américaine, de l'aide française, de l'aide de la communauté internationale à Haïti, et on continue à réclamer de l'aide humanitaire. Donc il faut franchir une autre étape, aboutir à un développement économique et sortir de l'assistanat, Monsieur l'ambassadeur. Tout à fait. Et je reviens à l'importance d'avoir des représentants élus en place d'abord pour mettre les élections et les questions politiques derrière eux. Parce que depuis 2-3 ans, on ne parle que de ça et on ne donne pas assez d'attention aux autres questions, ce dont vous avez parlé. Il y a des lois à adopter, il y a des règlements à changer, il y a une transparence financière qui doit être mise en place. Il y a des questions, les grands défis. Il faut une réforme du secteur de l'énergie ici. L'électricité, on ne peut pas continuer comme ça. Et il n'y aura pas de développement possible sans avoir une approche sérieuse et profonde par un nouveau gouvernement. Alors, encore une fois, pour avoir ce que nous souhaitons tous, ce que vous dites, un développement qui est durable ici, il faut avoir la stabilité politique. Alors, pour terminer, une question, vous êtes en Haïti depuis 14 mois. 14 mois, alors vous avez sillonné le pays. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici, monsieur l'ambassadeur? Je dois dire que c'était 14 mois assez mouvementés. Mais ce que j'ai vu, c'est vrai que j'ai parcouru le pays maintenant plusieurs fois et c'est un pays extrêmement beau physiquement, mais aussi avec un peuple avec qui ça fait plaisir d'engager. Je vois une chaleur humaine et une activité, une énergie qui m'impressionne toujours. Il y a une façon de vivre ici qui est toujours frappante. Les gens vivent avec de l'énergie, avec une force, avec une créativité qui m'épate. Je me suis beaucoup intéressé à l'art haïtien depuis mon arrivée. J'ai trouvé non seulement l'art que je connaissais avant, l'art naïf qu'on connaît à travers le monde, mais en fait une richesse de l'art de toutes sortes qui a été pour moi un peu l'échappatoire de la politique. Donc là, vous vous adaptez très bien, il n'y a pas de problème. Non, je pense que oui, ça va très bien. J'ai d'autres objectifs en tête, ceux dont on a parlé tout à l'heure. Il y a plein de choses à faire en tant que partenariat comme les États-Unis. Nous voulons avoir un grand partenaire ici qui est indépendant et démocratique, avec qui on peut
suivre la route ensemble vers une Haïti prospère et démocratique et indépendante. Alors, pour arriver à faire ces projets, il faut mettre les élections derrière nous. Alors, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, vous allez mardi suivre de près les élections américaines. Merci Absolument. Beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Nous parlons aujourd'hui des élections américaines. On vient d'avoir l'ambassadeur américain qui a été notre invité à cette émission, donc l'ambassadeur Peter Murrin qui a parlé des élections américaines. Maintenant, nous avons avec nous deux professeurs québécois, donc qui sont des spécialistes des questions américaines. On va parler des élections américaines. Bonsoir, vous vous identifiez? Oui, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Je suis chercheur au Centre d'études et de recherche internationale à l'Université de Montréal, également journaliste au quotidien Le Devoir, également à Montréal. Bonsoir, je suis Julien Toureil, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et je suis pour cette saison électorale chroniqueur invité au quotidien Le Devoir. Alors, ces élections américaines qui nous arrivent mardi, le 8 novembre prochain, de toute façon, ça sera des élections, on peut dire, historiques. Tout à fait, à plusieurs égards. Évidemment, la première référence, enfin la première idée qui nous vient en tête, c'est évidemment l'élection ou la nomination, plutôt je devrais dire, de Donald Trump comme candidat présidentiel des Républicains, candidat totalement atypique. Il vient de créer un précédent, si on veut, dans l'histoire politique américaine, en étant quelqu'un qui n'avait aucune expérience politique et, a fortiori, quelqu'un qui n'avait aucune accointance avec le leadership du Parti républicain. Et donc, réussir malgré tout à obtenir l'investiture de ce parti sans l'appui du leadership, c'est du jamais vu. Et évidemment, et de l'autre côté, il y a Hillary Clinton, qui est une politicienne beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus expérimentée, mais qui a, avec Donald Trump, le souci ou le problème d'être extrêmement mal aimé. Et ce sont, selon les sondages, les deux candidats présidentiels les plus impopulaires de l'histoire. Et évidemment, première candidate féminine des deux grands principaux partis aux États-Unis. Alors, c'est le candidat, on l'a vu pendant la campagne électorale, qui se poursuit jusqu'à mardi. Hillary Clinton, c'est le professionnel de la politique et Donald Trump, comme vous dites, atypique, qui maîtrise pas les sujets, etc., mais malgré tout, qui a un public. Oui, tout à fait, parce que Donald Trump répond à un contexte économique et social assez général aux États-Unis qui est marqué par une forme de lassitude par rapport aux élites, une défiance, même une remise en cause de ce fameux establishment qu'on perçoit comme n'étant pas en mesure d'assurer la sécurité des Américains, alors pas nécessairement en termes de sécurité physique, mais avant tout en termes de sécurité économique, en termes de création d'emplois. Et Donald Trump joue très bien sur cette corde-là, notamment auprès d'une population américaine de la classe moyenne qui a perdu à la faveur de la mondialisation des positions avantageuses qu'elle tenait jusqu'il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui est un peu mal aimée des élites ou a priori se sent oubliée par ces élites politiques et économiques. Donc ça teinte finalement toute cette campagne électorale et ça montre également qu'il y a une défiance des Américains au-delà de leurs élites, une défiance par rapport à leur système politique et ça c'est aussi assez nouveau, assez original, voire même historique dans cette élection-là puisqu'on constate que 40% des Américains à l'heure actuelle ont perdu foi en leur démocratie, ce qui est encore une fois tout à fait fascinant et ce qui peut expliquer également pourquoi ces Américains sont assez sensibles au discours de Trump que l'élection serait truquée, qu'elle serait biaisée en faveur de la candidate de l'élite, Madame Clinton, et qui fait que 31% grosso modo des Américains aujourd'hui disent qu'ils n'accepteront pas facilement le résultat du scrutin de mardi prochain, a fortiori si ce résultat se traduit par une victoire de Madame Clinton. Alors partout dans le monde, on s'est questionné quand même sur le personnage de Donald Trump. J'imagine c'est pareil au Canada quand même pour un politicien, candidat à la présidence, élection américaine qui va diriger la première puissance mondiale. Donc on s'interroge quand même sur ce personnage. Oui, tout le monde est pris par surprise quand on s'imagine, quand on sait que le leadership du Parti républicain, donc probablement les personnes les plus proches quand même, somme toute, de Donald Trump, ont été
extrêmement surpris eux-mêmes par la victoire lors des primaires de Trump. Imaginez effectivement la surprise à l'extérieur des frontières, et le Canada ne fait pas exception. Et faut comprendre aussi, au Canada, il n'y a pas seulement une surprise, il y a une forme de rejet ou de rejet du candidat Trump lorsqu'on mène des sondages à l'échelle du pays, que ce soit dans la province de Québec ou dans l'ensemble du pays canadien. Les gens, s'ils votaient, voteraient massivement pour Hillary Clinton, la démocrate. Et c'est souvent comme ça au Canada. On est un pays un peu plus à gauche, plus progressiste que le sont les Américains. Donc, quand je dis massivement, c'est autour de 80-85% qui voteraient pour Hillary Clinton, et même davantage encore au Québec, à peu près 90-95%. Et ce qui inquiète encore davantage, ce qui rajoute, si on veut, à la distance entre un Trump et un électeur ou un citoyen canadien, c'est les positions extrêmement virulente sur le libre-échange. La relation canado-américaine est une relation très intime, très proche, très paisible, et les enjeux à chaque élection sont principalement liés au commerce, parce que le Canada fait 80% de son commerce, oui, à peu près, avec les Américains. C'est énorme. Alors, dans ce contexte-là, de voir un candidat avoir un discours contre le libre-échange qui désire refermer les frontières et même plus spécifiquement, promet de renégocier l'entente de libre-échange nord-américain entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, qui est en vigueur depuis 1994. Mais évidemment, ça fait frémir les Canadiens. On verrait soudainement, le Canada exporte beaucoup, verrait soudainement la porte des États-Unis se refermer progressivement. Enfin, il y a le risque que ça se referme un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à travers le monde, on souhaiterait peut-être une victoire de Hillary Clinton, parce que pour négocier avec Donald Trump, on connaît pas très bien le personnage qui a loué quand même Vladimir Poutine. Il a parlé, il a vanté, il a louangé un petit peu Vladimir Poutine, le président russe. Donc c'est tellement drôle ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, lorsqu'on élargit un peu l'analyse au-delà du Canada à l'ensemble de la scène internationale, on constate le même phénomène en fait qu'on voit au Canada, très largement. Les opinions publiques internationales, que ce soit en Asie et en Europe spécifiquement, appuient massivement Madame Clinton. Elle est très connue, évidemment, de par son passé de première dame, de par son passé de secrétaire d'État. Les Européens, comme la plupart des opinions publiques dans les pays asiatiques, estiment qu'elle est excessivement qualifiée pour exercer la présidence et voient une plus grande proximité. Alors, il y a des exceptions dans cette image très positive de Madame Clinton à travers le monde. On sait qu'en Russie, je dirais pas que M. Trump est préféré à Mme Clinton, mais l'avance de Mme Clinton est un petit peu moins forte. On est à simplement 50% des Russes qui favorisent Mme Clinton, alors que par exemple, en France, on doit être dans des niveaux de 93%. En Suède, j'ai remarqué qu'on est à 95% en faveur de Mme Clinton. Il y a aussi des exceptions dans des pays comme la Pologne, comme la Hongrie. Alors ça, c'est intéressant à noter parce que c'est des pays qui sont aussi marqués, au même titre que la Russie d'ailleurs, par une vague assez populiste, une tentation autoritaire, notamment lorsqu'on voit l'évolution politique récente en Pologne et en Hongrie. En Asie, je disais également que le sentiment pro-Clinton est largement dominant, à des exceptions près, et c'est quand même des exceptions importantes. En Inde, on connaît très peu finalement Madame Clinton, ça c'est assez surprenant. Alors une pluralité d'habitants se prononcent pas, en fait, disent qu'ils attendent de voir. Et l'autre exception, c'est en Chine. En Chine, on a un souvenir pas tout à fait heureux de Madame Clinton, notamment lorsqu'elle était première dame et qu'elle poussait pour critiquer fortement Pékin sur sa gestion ou son bilan en matière de droits de l'homme. Donc là aussi, on est un petit peu plus réservé. Mais il n'en demeure pas moins que sur la scène internationale, on serait très soulagé si mardi soir ou mercredi matin, Madame Clinton remportait l'élection présidentielle, qu'on soit allié des États-Unis ou même qu'on soit finalement adversaire. Ça serait beaucoup plus facile à anticiper, à gérer la relation avec Washington, parce qu'encore une fois, on connaît très bien Madame Clinton, tandis qu'avec Donald Trump, il y aurait une incertitude qui serait pénalisante probablement pour les États-Unis, qui ternirait l'image de la démocratie américaine et qui pourrait
plonger, à mon sens, les relations internationales dans une période assez trouble, parce que là aussi, c'est comme en économie, on déteste l'incertitude, et lorsqu'on n'est pas sûr de ce qui peut se passer, on peut prendre des mesures aux conséquences assez malheureuses. Alors, une victoire de Donald Trump mardi, la politique internationale, comment vous la voyez? Je partage largement le pronostic l'analyse de Julien. Ce sont des exceptions dans le monde qui sont en faveur de Trump, et c'est le caractère tout à fait imprévisible et les politiques très peu étayées de Trump qui créent de l'incertitude et donc une forme de rejet effectivement du candidat à travers le monde. Maintenant, je présume que la question qu'on se pose tous maintenant, c'est quelles sont ses chances, quelles sont les possibilités que les craintes de ces pays à l'étranger-là se matérialisent avec une victoire de Trump. Je vous dirais, ça évolue, et je vous fais un aveu, beaucoup plus vite que je croyais. C'est-à-dire que il y a une semaine, on avait encore une candidate, Hillary Clinton, qui voguait presque assurément vers une victoire. Elle avait des chances, les analystes disaient 9 chances sur 10, 90% à peu près, ou au pire 85%. Et là, évidemment, avec le scandale des emails privés, le serveur privé qui réapparaît avec l'intervention du FBI dans le débat public, elle chute dans les sondages. Enfin, elle se maintient peut-être, mais c'est surtout Trump qui monte. Trump monte et là réduit l'écart au moment où on se parle. On est jeudi, l'écart est de 1,7% quand on fait une moyenne des sondages. Et là, des États qui semblaient plutôt acquis à Hillary Clinton sont en train de redevenir en jeu. Trump pourrait les gagner. Donc, les chances d'Hillary Clinton sont encore majoritaires. Elle a encore plus de chances que Donald Trump d'emporter la victoire. On dit que c'est une chance, 2 chances sur 3. Trump est à 1 sur 3. Mais ça évolue rapidement. Et un autre rebondissement ou une évolution qui continuerait en ce sens avec une progression de Trump, je crois qu'on aura une élection. On pourrait avoir à ce moment-là une élection beaucoup plus serrée qu'on le croyait et donc incertaine mardi soir. Et Trump a dit qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats de ces élections. Oui, effectivement. Et puis c'est une crainte. Julien parlait d'un désaveu ou enfin des Américains qui ne saluent plus leur démocratie, qui ne se reconnaissent plus dans leur démocratie, l'establishment. Trump a beaucoup joué là-dessus dans la frange la plus radicale dans ce sentiment-là et agité effectivement le spectre d'une élection truquée qu'il pourrait éventuellement ne pas reconnaître. Reste à voir, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'on dit pour attiser, pour haranguer les foules et les fervents. Si l'élection est déterminante, si Hillary Clinton l'emporte de façon déterminante, ça va être très difficile de dire que c'est truqué. Surtout que historiquement, les faits des fois n'ont pas beaucoup d'emprise dans cette campagne électorale, mais des fraudes électorales, on dénote à peu près 12 cas individuels, donc 12 citoyens qui auraient eu leur bulletin de vote mal compté au cours des 15 dernières années. Dans une population de 330 millions d'habitants, ce n'est rien. Donc, il n'y a pas vraiment de base solide pour cela. Mais effectivement, la crainte est là. L'espèce d'appel indirect à une forme de rébellion est lancé. Il ne l'a jamais clairement dit, mais c'est un peu implicite. Et donc, si c'est serré, là, le risque et la probabilité que des violences au mieux verbales, au pire physiques, des manifestations surviennent, sont envisagées. Alors pour les pays émergents, les pays en voie de développement, comme Haïti par exemple, l'immigration, quand même, c'est un sujet très important. Trump l'aborde différemment qu'Hillary Clinton. Oui, Donald Trump l'aborde de façon très très catégorique et très dure finalement. Alors, il se concentre sur 2 régions d'émigration vers les États-Unis, l'Amérique latine, en particulier le Mexique. Dans son discours, lorsqu'il a lancé sa campagne en juin 2015, il a quand même qualifié les Mexicains qui venaient illégalement aux États-Unis de criminels, de violeurs et autres. Et notre source d'émigration qu'il aime à vilipender, ou vis-à-vis de laquelle il a des positions très très dures, c'est l'immigration en provenance des pays du Moyen-Orient, puisque dans un premier temps, notamment, il avait manifesté sa volonté d'interdire à tout musulman de rentrer aux États-Unis. Alors, il a un peu modéré sa position parce que il s'est aperçu que c'était peut-être un peu controversé de dire ça, ou à tout le moins impossible, carrément à mettre en œuvre. Mais c'est vrai que le message et l'image qu'il donne à l'étranger peut
ternir encore une fois la bonne réputation des États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, malgré une situation économique qui a été incertaine ou une croissance qui est peut-être moins forte qu'elle a été de par le passé, malgré certains doutes sur le système politique et la démocratie américaine, les États-Unis restent le pays qui attire le plus de candidats à l'immigration et le plus d'immigrants sur la scène internationale, parce que il y a encore cette idée que les États-Unis sont un phare, une terre d'opportunités économiques ou en matière de liberté individuelle. Et évidemment, si Donald Trump arrivait à la présidence, cette image très positive des États-Unis dans le monde serait ternie, en plus de peut-être voir un président qui mettrait en œuvre une politique beaucoup plus ferme, notamment en termes d'expulsion de personnes en situation irrégulière. Mais si on en venait à ce type de politique-là, on aurait quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. Il faut par exemple ne pas oublier que le président Obama est dans l'histoire le président, alors que c'est un démocrate, qui a le plus reconduit à la frontière, qui a le plus expulsé de personnes en situation irrégulière aux États-Unis. Donc on serait dans une logique, comme l'idée de renforcer la frontière avec le Mexique, notamment en créant un mur. Donald Trump l'a évoqué de façon assez flamboyante, voire caricaturale, mais évidemment c'est pas le premier. Ce mur-là a été construit, George W. Bush avait quand même œuvré très fortement en la matière. Donc on a cette double position qui fait que oui, Trump pourrait nuire à l'image des États-Unis dans le monde en étant plus ferme par rapport aux aspirants à l'immigration aux États-Unis, mais en même temps, on est dans une tendance, dans un contexte où on est un petit peu plus inquiet aux États-Unis, on est refermé par rapport aux autres, on voit davantage les autres comme une menace potentielle. Et évidemment, cette sensibilité-là, cette inquiétude-là est pas étrangère aux répercussions sur le long terme des attentats du 11 septembre 2001. Alors, on a beaucoup parlé de Donald Trump, mais tout le monde reconnaît que Hillary Clinton, elle est peut-être la candidate la mieux qualifiée pour occuper ce poste. Plus de 30 ans à gérer, à participer dans la politique américaine. Et là, Obama, qui prend parti très clairement pour Hillary, qui fait campagne pour Hillary, il veut défendre quand même son passage à la présidence, donc avec une élection d'Hillary. Donc, ce serait peut-être la poursuite de la politique d'Obama, peut-être révisée un peu. Absolument. Obama, bien qu'il quitte la Maison-Blanche et qu'il ne puisse évidemment pas se présenter pour un troisième mandat, il y a énormément en jeu pour lui. Tout ce qu'il a tenté de bâtir de peine et de misère, parce qu'il a eu une opposition républicaine au Congrès pendant une bonne partie de ses 2 mandats, tout est en jeu dans cette élection, parce que Trump propose tellement de choses qui vont à l'encontre ou qui promettent de démolir ou de défaire ce qu'il a fait, que les enjeux sont énormes. On pense entre autres aux lois environnementales. Les Américains, sous Obama, ont vu l'apparition de nouvelles lois environnementales qui mettent un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui a eu des effets assez délétères sur certaines entreprises d'ailleurs. Et on voit que c'est dans ces secteurs-là que les votes basculent vers Trump, soudainement. Évidemment, on pense à Obamacare, l'assurance maladie que Obama a tenté de répandre et d'offrir au maximum d'Américains possible. Et là, c'est un message excessivement clair de Trump. Il promet d'abroger complètement cette politique. Comme bien des républicains, d'ailleurs. En ce sens-là, il n'est pas très différent de ses pairs. Sur la politique étrangère, il n'y a pas de différence, je dirais. Bon, Julien pourrait me reprendre là-dessus, il connaît mieux le dossier que moi. Les Américains sont déjà un peu moins présents qu'ils l'ont déjà été dans le monde, mais là, sous Trump, on aurait vraiment un recul. Et sur le libre-échange aussi, qui est une signature aussi de la présidence démocrate d'Obama. On pense entre autres à la négociation du partenariat transpacifique, cette vaste zone de libre-échange qui doit ramasser les États-Unis, le Mexique, le Canada, plusieurs pays latino-américains, évidemment plusieurs pays du Pacifique, en Asie. Il y a Obama porte ce projet, on avance, il y a des négociations, mais évidemment, Trump promet d'arrêter tout cela et même de réviser des accords de libre-échange précédents, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'accord de libre-échange nord-américain. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais c'est sûr que à plein d'égards, sinon sur presque à tous les égards, l'héritage d'Obama est en jeu dans cette élection.
Parce que quand même, il y a des dossiers très importants. Il y a ISIS, il y a la Russie qui monte en puissance. Il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la Russie. Il y a les experts qui se demandent qu'est-ce qu'il prépare Vladimir Poutine. Donc, ce sont des dossiers extrêmement importants, pointus, qui attendent le prochain président des États-Unis. Ah oui, en matière de politique étrangère, l'agenda est très chargé et c'est certain que pour les États-Unis, il serait peut-être préférable d'avoir une personne comme Hillary Clinton, qui a une vaste expérience et qui a surtout l'appui de l'appareil décisionnel de politique étrangère. Il faut quand même se souvenir qu'au moins une cinquantaine, c'est pas 70 anciens responsables républicains des questions de sécurité nationale et de politique étrangère aux États-Unis ont pris parti pour Mme Clinton en disant que M. Trump n'était pas qualifié et représentait une véritable menace pour les intérêts américains, tant il fait preuve de manque de volonté de comprendre les subtilités de bien des enjeux internationaux. Alors, il y a des points assez paradoxalement sur lesquels il ne serait pas très différent d'Hillary Clinton ou de Barack Obama. L'État islamique en est un exemple, malgré les propos qu'il peut avoir très vigoureux dans sa volonté de détruire l'État islamique. Lorsqu'on essaye de regarder un petit peu plus concrètement ce qu'il propose, en fait, il propose exactement ce que fait Barack Obama depuis septembre 2014, puisque Donald Trump dit qu'il faudrait armer ou aider à tout le moins militairement les rebelles qui luttent contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Il faudrait mener des bombardements aériens contre notamment l'État islamique et la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Et il faudrait, selon lui, avoir une coalition internationale pour faire pression pour trouver une solution diplomatique et politique à la guerre civile en Syrie. Et alors, c'est exactement ce qui est fait, alors avec plus ou moins de succès, évidemment, on pourra en débattre, mais c'est quand même très long et très compliqué, mais l'objectif et la méthode est exactement la même. Peut-être qu'il y aurait une différence, et Mme Clinton a ce point commun avec Donald Trump sur la Syrie par rapport à Obama, dans leur volonté de mettre en œuvre des zones de protection des civils, notamment avec des zones d'exclusion aérienne, comme il avait été fait, par exemple, en Irak, après la guerre de 90-91 pour protéger les populations kurdes au nord et les populations chiites au sud. C'est une idée qui circule dans certains cercles à Washington, mais vu l'évolution du conflit, et notamment, vous évoquiez la Russie, la place de la Russie dans ce conflit-là, et notamment le déploiement de capacités militaires russes anti-aériennes spécifiquement, rendent la création de ces zones d'exclusion aérienne tout à fait compliquée, en fait aléatoire. Il faudrait un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie ayant un droit de veto, il est fort à parier qu'elle apposerait son veto, et advenant même que les États-Unis et leurs alliés décident d'outrepasser ce veto en imposant d'eux-mêmes ces zones d'exclusion aérienne, les risques de conflit ou d'accrochage militaire avec la Russie ou avec des intérêts russes seraient très forts. Et on n'a pas le sentiment, du moins pourrait-on dire, le dos à ce dossier-là, ce qui suscite quand même pas mal de critiques aux États-Unis. Madame Clinton sait très bien que les intérêts américains à long terme ne sont pas en Syrie, que c'est finalement, et c'est aussi malheureux à dire, mais un conflit tout à fait secondaire qui n'aurait aucun impact sur le standing international des États-Unis, comme la non-intervention au Rwanda n'avait pas nui à la superpuissance américaine. Le prestige des États-Unis n'avait pas été remis en cause parce que Bill Clinton avait décidé de ne pas intervenir dans le cadre du génocide rwandais. Si les Américains n'interviennent pas dans le cadre de la guerre civile en Syrie, c'est dommageable, c'est très, très critiquable, mais ça ne fragilisera pas la position des États-Unis dans le monde. Alors Trump qui est élu président mardi, ou Hillary Clinton, il faudra compter quand même avec un congrès. Donc on sait que les États-Unis, le congrès, c'est la véritable puissance quand même. Ah oui, c'est un contrepoids très difficile à gérer. Et alors, évidemment, si on pense qu'Hillary Clinton sera élue, elle aimerait avoir un congrès un petit peu plus docile face à elle. Lorsqu'on regarde les projections, c'est vraiment pas gagné. La chambre basse du congrès, la chambre des représentants, devrait rester aux mains des républicains. On sait que les républicains dans la chambre fourbissent déjà leurs armes pour combattre une présidence Clinton, et ils feraient certainement pas de cadeau, comme ils n'ont pas fait de cadeau à Barack Obama depuis qu'ils ont reconquis la majorité à la Chambre des représentants en 2010. Donc on resterait dans ce contexte de tension très vive entre la Chambre des représentants et la présidence. Il y a un petit peu plus d'espoir au niveau du Sénat, et même aujourd'hui, alors que la course à la présidence semble se resserrer, le fait notamment dans certains États que les communautés
latino-américaine se distance très fortement de Donald Trump, rejette Donald Trump, pourrait avoir un impact sur certains sénateurs républicains qui ont en jeu leur réélection et qui pourraient perdre si cet électorat-là prenait trop de distance avec le Parti républicain. Donc il y a un espoir pour les démocrates de mettre la main sur une majorité au Sénat, mais ça ne permettra pas à Mme Clinton de gouverner comme elle le veut. Elle devra trouver des compromis. Et peut-être une note positive, un peu pour conclure sur ça, concernant Mme Clinton, elle est quand même reconnue, même au sein du Parti républicain, comme une personne qui travaille, qui écoute et qui est prête à faire des compromis. Elle l'a démontré lorsqu'elle était sénatrice de l'État de New York, de 2000 à 2008, et il y a des dossiers sur lesquels elle pourrait avancer avec un Congrès même dominé par les républicains. On peut penser notamment à la réforme du code fiscal, du code des impôts. Madame Clinton est pour une baisse du taux d'imposition sur les entreprises compensée par une hausse du taux d'imposition sur les foyers les plus riches aux États-Unis. Les républicains ne sont pas totalement contre cette idée, et surtout l'autre point sur lequel il pourrait y avoir un consensus plus facile à atteindre, c'est celui de la nécessité d'investir dans les infrastructures, d'avoir un grand plan de relance, de remise à niveau des infrastructures américaines, parce que ça pourrait donner des emplois, mais ça pourrait aussi assurer la compétitivité de l'économie américaine. Donc, il y a quelques lueurs d'espoir pour Mme Clinton à travailler éventuellement avec un Congrès républicain. Alors, on a vu lors de l'avant-dernier débat, le dossier d'Haïti. Haïti s'est invité, si je peux exprimer ainsi, dans la campagne électorale, avec quand même des critiques de Trump vis-à-vis de Hillary Clinton, de la Fondation Clinton, après le séisme du 2 janvier. Donc, vous pensez qu'il est important à ce que les États-Unis maintiennent quand même une présence dans le monde. Donc, l'engagement américain est extrêmement important pour les pays en voie de développement. Mais les Américains, effectivement, demeurent, qu'on le veuille ou non, la première puissance mondiale. Alors, ils ont une expertise, ils ont surtout des moyens, ils ont des leviers. Maintenant, la question, on parle souvent du déclin des Américains, du déclin des États-Unis. C'est un vieux thème, mais il est vrai maintenant que sans parler nécessairement du déclin, il y a l'émergence d'autres puissances et qui viennent rivaliser justement à l'extérieur, à l'étranger, avec les Américains en termes d'influence, en termes de projets. On voit par exemple la Chine. Les Chinois sont beaucoup plus présents dans d'autres pays émergents, dans les pays en développement. Alors, la Chine est en train, d'une certaine façon, de se suppléer à la présence américaine. Alors, maintenant, avec une candidature, avec une présidence Trump, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait un retrait encore plus prononcé. À ma connaissance, il n'y a à peu près jamais été question d'aide internationale. C'est rarement quelque chose qui s'immisce dans une campagne électorale. Mais, encore une fois, quand on prend globalement la position de Donald Trump sur les affaires internationales, tant que ce soit le commerce, la défense, bien qu'il ait un ton virulent, c'est quelqu'un qui, sur le plan de la défense, est assez isolationniste, ne veut pas vraiment intervenir à travers le monde. On peut s'imaginer que là, lorsque viendra le temps de déployer de l'aide à l'étranger, on ait encore quelqu'un qui soit plutôt apathique à cette idée. Est-ce qu'il chamboulera complètement la chose? Je ne peux pas dire, c'est très difficile à dire, c'est un sujet qui n'a pas été abordé. Mais encore une fois, à travers sa position globale et à voir également d'autres pays s'aventurer sur ce terrain et devenir beaucoup plus influent et interventionniste, on peut voir effectivement qu'une candidature Trump reculerait sur ces questions-là, serait moins présente dans le monde. Hillary Clinton, elle, encore une fois, elle n'a pas pris explicitement position ou très peu pendant cette campagne, mais elle hérite d'une tradition, d'une histoire d'interventionnisme à l'étranger plus forte. Et évidemment, il y a la question, vous l'avez évoqué, de la Fondation Clinton, celle de son mari, et elle y a participé. Elle a participé à des questions de levée de fonds. Et ça, la question principale que ça soulève n'est peut-être pas tant le rôle des Américains dans le développement international, mais plus pour Hillary Clinton elle-même, une question juridique, judiciaire, les liens entre les deux. On peut imaginer une Hillary Clinton présidente qui aurait éventuellement à parler ou à décider de questions d'aide étrangère. La Fondation Clinton n'est pas trop loin. Les questions de conflit d'intérêts pourraient survenir. Sans que ce soit directement en cause, on peut imaginer des rivaux ressortir à nouveau cette question pour endommager la réputation d'Hillary Clinton. Donc, définitivement, c'est
un des écueils d'avoir une si longue expérience. C'est un avantage, de certaine façon, mais c'est aussi un désavantage parce que on prête le flanc à beaucoup de matière. En fait, quand on a 30 ans d'expérience, on a fait des choses. Alors, on devient beaucoup plus exposé. On devient beaucoup plus exposé à la critique et, disons, il y a un bilan qui s'est accumulé. Alors, et sur cette question-là, évidemment, de ses liens avec la Fondation Clinton, ça devient délicat, effectivement, pour elle. Alors pour terminer, vous tablez sur une victoire d'Hillary ou de Donald Trump mardi? Alors Jean-Frédéric l'a exposé, on est dans une période quand même d'incertitude, la course semble se resserrer à la faveur de scandales, pas celui de la Fondation Clinton, mais celui de la gestion des courriels lorsque Madame Clinton était secrétaire d'État. En même temps, bon, c'est pas une dynamique propre à cette élection de 2016. On l'avait vu en 2012 également, en 2008 aussi. Dans les derniers jours, la course avait l'air beaucoup plus serrée et indécise que le résultat final nous avait démontré. Donc j'aurais tendance à penser personnellement, et souvent les experts on se trompe, donc vous m'en voudrez pas trop, que Hillary Clinton a toutes les chances de remporter cette élection, parce que si on regarde un petit peu les éléments fondamentaux de sa campagne, elle a des avantages majeurs par rapport à Donald Trump, notamment sa présence très forte dans les États clés, où ce qui va être déterminant, ça va être la capacité à faire sortir les électeurs. On a déjà des indicateurs qui nous montrent que les démocrates sont quand même mobilisés, même si Mme Clinton ne suscite pas un grand enthousiasme, enfin du moins si on le compare à Barack Obama, mais quand même les démocrates semblent avoir compris que l'enjeu est important, c'est une élection importante, on ne peut pas se contenter de regarder les résultats mardi soir sans avoir participé lorsqu'on est américain par rapport à une élection, comme on disait en introduction, qui est à bien des égards historique. Donc elle a cette capacité de mobiliser et la carte électorale favorise structurellement les démocrates. Donc même si on est dans un contexte où un républicain aurait dû, selon certains modèles, remporter la Maison-Blanche, le collège électoral favorise une victoire de Mme Clinton. Donc je miserai quelque argent sur sa victoire mardi. Et vous? Je miserais, mais peut-être un peu moins d'argent que mon collègue. En fait, je vous avoue bien candidement que au cours des dernières heures, je vois des États, lorsqu'on suit les derniers sondages, on voit des États qui n'étaient pas en jeu, des fameux États pivots qui pourraient être cruciaux, qui n'étaient pas en jeu et qui soudainement le deviennent. Et on ne l'attendait pas. Et c'est mon côté politologue aussi qui a été floué par cette élection, qui a vu toutes ces prédictions être battues en brèche une après l'autre. Alors, je me donne maintenant pour mission de ne plus faire de prédictions. Je peux faire des scénarios, par contre, mais plus de prédictions. Parce que vous savez d'ailleurs, les modèles de prédictions électoraux prédisaient une victoire du républicain. Si on ne fait pas égard au candidat lui-même, normalement, ça aurait dû être au tour des républicains d'occuper la Maison-Blanche. Tous les modèles prédisaient cela. Mais encore une fois, les prédictions ont été battues en brèche, ont été contredites par dans une élection très atypique. Mais bref, pour revenir à votre question, je crois qu'effectivement Hillary Clinton a encore plus de chances. La map électorale, la carte électorale la favorise, mais ça se resserre dangereusement, je dois dire. Alors, merci beaucoup quand même de votre éclairage concernant ces élections présidentielles américaines très passionnantes de mardi prochain. On verra qui va remporter, qui sera installé à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Merci beaucoup d'avoir été les invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Une émission essentiellement consacrée aux élections américaines et aussi on a parlé des élections en Haïti. Je rappelle, on a eu comme invité l'ambassadeur américain, M. Peter Marine, et les deux autres invités, des spécialistes canadiens des États-Unis d'Amérique, Dr. Julien Torey et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. La rediffusion de l'émission est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bonsoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.